Afghanistan, vallée d'Al-Assaï, le 6 février 2009. Ce jour, rappelez-toi! Les soldats français sont attaqués par les talibans. Ça tape direct. Hein. On désengage par le sud. Ce jour-là, les combats ont duré 3 heures. Ces hommes appartiennent au 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy. On y va. Les talibans vont ramasser. Le capitaine Jean-Baptiste Gruet, surnommé Boule de Feu. Allez, embarquez les derniers, on y va. Il commande une compagnie de combat, 200 hommes. 6 mois plus tôt, en France, à quelques kilomètres d'Annecy. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. C'est ici que vit Jean-Baptiste Gruet avec sa femme Véronique et leurs 5 enfants. Qu'est-ce qui est capable de grimper en haut du pommier là pour ramasser tout ça? Jean-Baptiste va quitter sa famille. Ici, tout le monde est habitué à ces départs fréquents en opération. Il y en a qui sont retombés depuis. Mais pour Marie-Liesse, la petite dernière, 6 mois d'absence, c'est déjà toute une vie. Jean-Baptiste, lorsque vous allez revenir, elle marchera? Ah bah ça, je pense, oui. Là, elle est sur le point de marcher. Allez, regardez. Allez voir papa. Le capitaine Gruet a toujours expliqué à ses enfants ce que serait son travail là-bas. Regardez, il est là-bas. Il est pas très grand celui-là. Papa en Afghanistan a monté dans des hélicoptères beaucoup plus gros que celui-là. Voilà. Attention, on monte, 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 on monte. Jean-Baptiste n'a jamais caché à ses enfants qu'il partait pour une mission risquée. Est-ce que Paul, tu penses qu'il y a des... que papa... ça va être dangereux pour papa la mission? Bah oui. Est-ce que tu as peur pour papa? Bah oui. Un petit peu? Ouais. Est-ce que tu penses que papa est plus fort que les talibans? Bah oui. Oui. Il réalise très bien que la mission va être dangereuse. Il réalise très bien que je vais partir pour longtemps. Mais ce qu'ils n'expriment pas vraiment, c'est la crainte qu'ils ont de voir leur père partir sur une mission comme ça. C'est pour ça aussi que c'est important d'en parler. On en parle très souvent ensemble pour que ça soit quelque chose de naturel et que ça ne soit pas quelque chose de secret et de non-dit. En épousant Jean-Baptiste il y a 13 ans, Véronique savait qu'il lui faudrait supporter cette vie très particulière. Pour l'instant, on vit l'instant présent, tout en sachant qu'il va partir. C'est-à-dire qu'on essaye de recharger un petit peu les batteries de tout le monde et surtout d'avoir de très bons souvenirs ensemble qui puissent continuer à durer pendant toute cette absence. Jean-Baptiste revient d'une semaine de repérage en Afghanistan. Il a rapporté des photos. Alors, je vais vous montrer les photos de ma reconnaissance. Quand j'étais en Afghanistan là-bas, on a pris quelques photos. Ça, c'est les paysages. Trop grand le nouveau modèle. Oui, c'est là où ils se cachent, les talibans. Et ça, c'est les petites maisons des Afghans. C'est des Afghans. Et pourquoi vous les attaquez pas? Les Afghans, ce ne sont pas tous des talibans, Augustin. Il y a des Afghans qui sont très gentils. Alors, la capitale, c'est quoi? C'est Kaboul. C'est pas Kagoul, c'est Kaboul, ma chérie. Ah, regardez, c'est qui? Papa. Ça, c'est papa. C'est papa? Ça, c'est son gilet barbale. Ça, c'est son famas. Doucement. Ça, c'est son casque lourd. Papa. Oh oui, t'es une mignonne petite fille. On finira de regarder les autres photos un peu plus tard. Maintenant, vous allez tous aller prendre votre douche. Courir, avaler les pentes à toute allure. Ces hommes s'entraînent tous les jours pour affronter les talibans. C'est la première fois que la France envoie en Afghanistan des spécialistes du combat en montagne. Il reste à peu près un mois avant le départ. On a envie de découvrir aussi ces montagnes afghanes qui nous attendent. Le lieutenant Vincent Lazerge et ses hommes sont capables de gravir 600 mètres de dénivelé en moins d'1 heure, comme des sportifs de haut niveau. Pour se préparer à cette guerre, ils se confrontent aussi aux situations les plus réalistes. Tir à balles réelles, évacuation de blessés sous le feu. Le point clé, c'est venir chercher le point de contact. Je vous remontre. Vous avez... Regardez mon doigt. D'accord? Après, je vais simplement chercher le clic. Le capitaine Jean-Gaël Leflemme a déjà combattu les talibans en Afghanistan. Arrêtez de faire n'importe quoi. Et votre putain de doigt, il passe le long du fût. Quand j'ai un personnel qui s'expose, je sature la zone de feu.
Pour ces hommes, le capitaine Leflemme est un exemple. Il a déjà connu l'épreuve du feu. Il profite des dernières soirées avant le départ pour rendre visite à sa filleule, Mathilde. Tu fais un bisou, Mathilde? Allez, regarde. Le papa de Mathilde, c'est son ami, le lieutenant Vincent Lazerge. Blandine, la femme de Vincent, est enceinte. L'accouchement est prévu dans 4 mois. Tu montes pas volé? Oui. C'est qui lui? C'est qui le gros? En Afghanistan, Jean-Gaël et Vincent vont travailler ensemble. Leur mission sera très risquée. Ils le savent, cela fait partie de leur métier. Sacrifice suprême, prêt à donner sa vie. Toutes ces choses-là, ça nous catégorise presque comme des gens un peu dingues qui se disent bon, je vais en mission, je vais faire mon boulot et je peux mourir. Hein. Voilà, je peux mourir. Voilà. Ma femme, pas de problème, je peux mourir, c'est prévu, quoi. Ma famille, pas de problème, c'est prévu. Non, c'est pas comme ça. Je pense déjà quel que soit le grade, que ce soit chez les officiers, sous-officiers ou militaires du rang, c'est pareil. C'est des gens qui sont issus de la société actuelle. Et dans cette société, la mort a plus sa place. Il y a un scandale de la mort, je pense qu'il a toujours existé, mais en particulier maintenant. Le risque, justement, il ne faut pas essayer d'en avoir peur, il ne faut pas qu'il soit tabou. Il existe, on y fait face. Et le courage, finalement, c'est de faire face à ses peurs. C'est un sacrifice que moi, je suis prêt à faire, que ma famille est prête à faire. Oui, on y est prêt, enfin. Après, même si on y est prêt, on ne sait pas trop comment on réagira face à s'il se passait quelque chose, donc... Papa! Tirez! L'adjudant Mourad Bouawish, 34 ans. Lui aussi est prêt à tout donner pour ses hommes. C'est un combattant expérimenté. L'adjudant Bouawish commande une section de combat, 30 soldats. Avec ses hommes, il est intraitable. Ah, pas de mal? Ah, ça va. Ah, vous avez combattu, vous êtes tombé. Ouais, mais ça arrive. Vous relevez et c'est reparti. Le feu, il faut continuer à le nourrir. En face, il n'attendra pas que vous reliez, d'accord? Et justement, il va en profiter. Donc, rapidement, il faut se relever et repartir. Et calmez-vous, calmez-vous. La force de frappe des chasseurs alpins, ce sont les commandos de montagne. Un groupe de 20 soldats, les beaux gosses du bataillon. Moyenne d'âge, 27 ans. Parmi eux, il y a Yanou. Il va laisser sa copine en France, avec qui il vit depuis 3 ans. En Afghanistan, les commandos interviendront sur les coups durs. Très bien, bon, allez. Le patron des chasseurs alpins, c'est cet homme, le colonel Nicolas Lenaine. Le colonel Lenaine sait que face aux talibans, la moindre erreur se paiera au prix fort. Ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on fera là, c'est ce qu'on fera là-bas. De toute façon, à la guerre, on ne fait que refaire ce qu'on a fait à l'entraînement. On n'a plus le temps d'inventer des nouvelles choses. Chaque soir, c'est le même rituel. La revue de la garde. Un face-à-face d'homme à homme, entre lui et ses soldats qu'il considère comme ses enfants. À quelques jours du départ, c'est l'heure de vérité. Il veut savoir si ses chasseurs sont prêts au combat et ce qu'ils pensent vraiment. Chasseur de première classe Rosière, 4e compagnie, section du lieutenant Charlet. Un an de service, tireur de précision. À vous ordres, mon colonel. Reposez armes, repos. Vous partez en Afghanistan, vous ou pas? Oui, mon colonel. Comme quoi? Grenadier voltigeur, mon colonel. Pas de tireur de précision? Non, alors. mon colonel. Pourquoi? Vous n'êtes pas assez bon au tir? Je ne sais pas, mon colonel. Prêt à partir ou pas? Oui, mon colonel. Pas de soucis. Non, mon colonel. Serein. Oui, mon colonel. Fort dans sa tête. Oui, mon colonel. Pas d'appréhension? Non, mon colonel. Ça n'existe pas, le mec. Le mec qui n'a pas d'appréhension, ça n'existe pas. Un peu quand même. Oui, mon colonel, quand même un peu. D'accord. C'est quoi qui vous fout un peu pas la pétoche, mais... Bah, c'est ma première opération extérieure. D'accord. Vous avez combien d'armées? 1 an et demi de service. Mais voilà. 1 an et demi, vous commencez d'entrer par le meilleur. Bon, comment elle vit ça, la famille? Une appréhension quand même. Ouais. Mon colonel. Vous avez une copine? Non, mon colonel. Alors, c'est vos parents, c'est ça? Oui, mon colonel. Ok. Ben, faut leur expliquer pourquoi on part là-bas. Hein. On y va parce que la sécurité de notre pays, elle se joue là-bas aujourd'hui. Hein. Et c'est important de leur dire. Alors, comment vous voyez la mission? Je le vois dur, mon colonel. Ouais. À quel niveau? Niveau pression, mon colonel. Ouais. Et vous allez résister à cette pression, quoi? Oui, mon colonel. Sans souci? Je pense, mon colonel. Caporal Jo, 4e compagnie, section du lieutenant Charlet, 2 ans de service, 2 mois dans le grade. Tueur ennemi, ordre mon colonel. Reposez armes, repos. Bon, là, vous avez compris qu'on change de catégorie, là. Oui, mon colonel. Hein, en Côte d'Ivoire, on
bon, boxer en poids plume. Là, on va boxer en poids super lourd. D'accord? Voilà. Bon, vous avez de l'appréhension ou pas? Ah oui, mon colonel. Ouais? Ouais. Beaucoup? Suffisamment. La pétoche? Quand même. Ouais? Mon colonel. Qu'est-ce qui vous fait peur? Surtout d'y rester, mon colonel. Ouais? Alors là, moi, je vais vous dire la réponse. Hein? C'est comme un type qui va faire une course en montagne super engagé. Nous, on s'entraîne pour maîtriser ce milieu. Et pour en faire en sorte que l'ennemi qui est face à nous, eh bien, on soit plus fort que lui. Et moi, au moment où je vous parle, j'en suis intimement persuadé. Et puis, on part pas seul. Il y a la cohésion du groupe, il y a ses camarades autour. Comme disait un de vos camarades hier, on va ramener la coupe et tous les joueurs. Voilà. Tous ont conscience du risque. Un mois plus tard, ces hommes apprendront, comme tous les Français, la mort de 10 parachutistes tués dans une embuscade dans les montagnes afghanes. Ils viennent de terminer 8 mois d'entraînement. Pour fêter l'événement, les chasseurs alpins ont décidé de faire une petite course en montagne avec au fond du sac quelques munitions, des bouteilles de champagne qu'ils ouvriront au sommet. Il va doucement mais sûrement, c'est ça la montagne. Le sergent Leïla Loéa, 26 ans, 5 ans d'armée, c'est la comptable de la compagnie. Je m'occupe de toute la vie administrative des personnels de la compagnie et je suis un petit peu assistante de direction du capitaine. Le départ est dans 15 jours. Leïla va laisser derrière elle un mari plein d'inquiétudes. Mais en Afghanistan, Leïla sait qu'elle pourra compter sur une bande de très bons copains. Je t'ai pris, petit black. C'est la morale, Un dégainage d'appareil photo. Vive le Sénégal! Jean-Michel Séné s'est engagé au 27e bataillon de chasseurs alpins il y a 8 ans. Tout fait au 27, enfant du 27, grandi au 27 et j'aimerais bien finir au 27. Jean-Michel, c'est le bout en train de la compagnie. Il a le cœur sur la main. Ses amis l'ont choisi pour être leur représentant. Sarcelles, en région parisienne. C'est ici que Jean-Michel revient les week-ends et pendant les permissions. Pantalon de treillis, casquette de GI américain, même dans la vie civile, Jean-Michel s'habille en tenue de combat. Une opération extérieure comme celle-là représente une hausse de salaire importante pour lui. En tout, il gagnera 3 000 € par mois. L'avantage de ces opérations, comme on dit, c'est de mettre l'argent de côté. Pour, comme on dit, c'est l'immobilier qui prime avant tout, donc c'est pour acheter notre appart et ne plus vivre en location, quoi. Avec l'éloignement de son travail, Jean-Michel ne voit pas beaucoup sa famille. Son rêve serait que sa femme et ses enfants viennent habiter près de lui, à Annecy. Jean-Michel a 2 petites filles, Olivia, 10 ans, et Shaili, 7 mois. Avant son départ, il a tatoué son prénom sur son bras. Shaili, ça veut dire mon cadeau en hébreu. Voilà. Jean-Michel a passé la matinée avec ses filles. Il part chercher sa femme, Lydie, à la sortie de son travail. Elle est secrétaire de mairie. Lydie n'a pas d'idée très précise de ce qu'il va faire en Afghanistan. Jean-Michel n'a jamais osé lui en parler. Ben là voilà, hyper fatigué. Ça va. Je sais qu'il part là-bas. Je sais que c'est un pays assez, pas assez, mais dangereux. Et bon, comme il s'occupe de l'armurerie, bon, c'est bien, il ne sera pas trop dehors, donc ça m'arrange. Donc demain matin, il part demain matin. Et voilà, on se fera des câlins ce soir. Donc, si je ne suis pas trop fatiguée. Voilà. Ah bon? Oui, bah oui, parce que quand même, avec la petite, à un moment, on n'a plus trop ça dans la tête. Hein. On pense plus à dormir qu'autre chose, non? Le Touré qui vient de m'appeler, là. Ouais. À la veille du départ, Lydie a décidé d'en savoir plus. Jean-Michel ne sait pas comment s'y prendre pour lui dire les choses sans l'inquiéter davantage. Jusqu'à présent, il a beaucoup minimisé les risques autour de sa véritable mission. Dis-moi, ça sera quoi ta mission? C'est plus ou moins complexe, quoi. C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que je fais partie de la garde rapprochée des commandants d'unité. Ouais, donc tu seras quelque part, tu seras Quelque quand même part, un peu c'est- sur le terrain. Beaucoup, un peu beaucoup même. Bah, à chaque fois qu'il y aura une sortie, à chaque fois qu'il y aura une section, Ouais. bah, on essaiera quoi. Ouais. Écoute, hein. Ouais. Moi, je pensais que tu serais camouflé derrière ton matériel, je sais pas. Ouais, voilà, mais bon. Ah ben, c'est comme ça. Ouais, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu veux. Et Shaili, tu dis quoi quand papa il va revenir? Tu sauras que c'est papa? Est-ce que tu sauras que c'est papa? Je crois qu'il va plus me reconnaître. Ah. Regarde, on va sourire. Ce voyage me dérange énormément. Voilà. Et l'autre fois, je lui ai dit, et puis bon, j'ai pleuré, quoi. Bon, il a essayé de me rassurer, mais moi, on me rassure pas comme ça. Hein. On est obligé de subir. Parce que c'est un choix qu'on a fait en étant avec un militaire. Sinon, on va avec un boulanger, quoi. Je veux dire, c'est mieux. Jean-Michel a un rendez-vous en bas de chez lui. Comme Lydie n'a pas son permis de conduire, il a décidé de vendre la voiture avant le départ. Signature du vendeur, t'as pas signé, je crois. Ben, je compte l'argent maintenant. Ben, on va compter l'argent. Les sous. Ok. 500. Ok. Pour moi, ça fera 3 500 € d'économie pour l'achat du prochain véhicule. S'il plaît à Dieu, si tout se passe bien. À mon retour au mois de juin, n'est-ce pas? Voilà, je te souhaite un bon voyage Ben, et merci beaucoup de encore, courage. Merci. À toi et comme à Lydie aussi, Merci. aux enfants. Merci. Je sais que c'est pas facile, mais bon, c'est les risques du métier, quoi. Ouais, c'est ça. Allez. Allez, bon courage. Allez. Très bien. Oui, merci. Ah, t'as pas pris la belle photo, chérie. Avant la nuit, Jean-Michel fait sa provision de photos de famille. Voilà. Et avant de te coucher, je te donnais cette casquette, Miss. Jean-Michel possède cette casquette depuis 5 ans. Il l'a emmenée au Kosovo, en Côte d'Ivoire. Olivia sait que c'est un cadeau très précieux que lui fait son père. Je te le donne. Comme ça, au retour, tu me le redonnes. Ok? Comme ça, tu verras papa tous les jours avec la casquette. Quand j'irai chez les Obama Boys, j'achèterai une autre pour toi. Ok? Oui. Allez. Et t'achèteras le badge d'Obama. Ok, j'achèterai le badge de maman. Allez, fais gros câlin, papa. Voilà. Je me fais un gros bisou avant de partir. Bisous. Allez. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Chez le capitaine Gruet aussi, c'est le départ. Ouais, on est en train de faire des petits cadeaux. Alors, c'est une tradition un peu. Quand tu pars en opération, on leur met des petits cadeaux qu'ils retrouvent quand ils m'ont laissé. Chacun a sa photo avec son papa. Pour Jean-Baptiste, il est l'heure de quitter la maison. Ben voilà, on n'est jamais prêt pour ce genre de choses, mais il faut bien. Voilà, on part, c'est la vie. Ah mais ça court pas les autres. Dernier trajet avec la famille au complet. Ah mon cœur. Ça va mon chéri et toi? Voilà. Pour Jean-Baptiste et Véronique, c'est toujours un moment difficile. Guillemette. Tu es gentil avec maman? Oui. Allez. Remonte-toi taché. Oh non, on va pas. Tu seras une grande fille? Pas mademoiselle Sophie? Oui, c'est sûr, c'est promis? Allez. Et toi, monsieur Vianney, tu seras un grand garçon? Oui. C'est sûr? Oui. Tu vas bien travailler? Oui. Oh, et puis la petite puce. La petite puce. Oh. Papa va partir très longtemps, petite puce, tu sais? Hein? Allez, vous dites un grand au revoir à papa. « 21h30, aéroport Paris-Charles de Gaulle. Les chasseurs alpins embarquent en direction de Kaboul. C'est le moment des derniers coups de fil. 2 heures qu'on est là. Oui, allez.
Je te fais de gros câlins. N'oublie pas, travaille bien à l'école, sois sage et occupe-toi. D'accord, merci, mon courage à toi aussi. Occupe-toi bien de Charlie et de maman. Ah, je vais pas mourir, t'inquiète. Allez, on se revoit dans 6 mois. Allez, je te fais de gros bisous, mon amour. D'accord, je ferai attention. Allez, au revoir. Allez, je vous aime tous. Allez, ciao. Bisous. Ciao. Olivier qui dit ouais, tu meurs pas. Hein. Ah, il a dit ça? Ah ouais, quand même. Ah ouais. Allez, au revoir, merci. Allez. Viva la Francia. Allez. Ça vous dérange pas que je fasse la bûche? Je sais pas si je crèverai là-bas. Ah, c'est gentil. Oh. C'est par avion militaire que les soldats vont rejoindre Kaboul, à 6000 km. De la capitale afghane, ils rallient la base américaine de Bagram, 80 km plus au nord. À peine arrivés, les soldats français n'en croient pas leurs yeux. Ils n'ont jamais vu ça. Bagram, la plus grande base militaire d'Afghanistan. Hélicoptères de transport ou d'attaque. Chasseurs bombardiers. Les machines se comptent par centaines. Ça fly, la carte qui déborde, le cheveu qui remonte. Jean-Michel et Leïla vont séjourner ici 4 jours avant de s'envoler à leur tour vers les montagnes de la Kapisa. Ici vivent 22 000 soldats. Aéroport, hôpital, cinéma, salon de massage. Au pays du hamburger, les Français ne sont pas au bout de leur surprise. Les Américains voient les choses en grand. Tout l'approvisionnement arrive des États-Unis. Sur la base, il y a plusieurs restaurants comme celui-ci pour servir 60 000 repas par jour. Il y a tout ce qui est Taco Bell, des feta, des pastelas et tout, chili con carne. Disons que je ne peux pas dire le nombre de menus qu'il y a par jour, mais il y en a énormément. C'est vraiment extraordinaire. Il y a même des cookies, fait maison en plus. Hein. On va prendre au raisin. Bon appétit. Merci. Pour retourner à sa tente, le caporal-chef Séné décide de faire du stop. Il est bilingue, il a travaillé 2 ans en Angleterre et aux États-Unis avant d'entrer dans l'armée. C'est un électricien de la base qui s'arrête. Première fois en Afghanistan? Ouais, première fois. Je suis content d'être là. T'es content d'être en Afghanistan? Ouais. Et pourquoi, mec? J'attends ça depuis tellement longtemps. Ah, je préférerais être à la maison. Hein. Tu vas où en Afghanistan? Je vais travailler en Kapisa, à Tagab. À Kaboul? Tagab. Tagab? C'est la capitale de l'Afghanistan? Non, c'est pas la capitale, c'est en Kapisa. Ok, thanks. Allez, merci, à bientôt. Bienvenue à Sangat, là où tout est permis. Ce Sangat afghan, c'est la tente que les Américains ont réservée aux soldats français avant qu'ils ne partent dans les montagnes. La tente se trouve juste à côté des pistes. Ici, un avion décolle toutes les 3 minutes. Pendant 4 jours, les Français vont recevoir un complément de formation délivré par les Américains. Il va juste nous montrer comment les mesures de sécurité autour du Hummer. Comment évacuer un blindé après plusieurs tonneaux. Comment sauver un copain grièvement blessé en s'entraînant sur un mannequin. Voilà, maintenant tout l'air qui comprimait la poitrine est expulsé. Et surtout, comment faire face au risque d'IED, les engins explosifs improvisés qui sautent au passage des convois. Des pièges réalisés parfois de manière très artisanale, avec cette cocotte minute ou cette pince à linge reliée à un fil électrique. Le résultat est effroyable. Embuscades, attentats,
voiture suicide. Les soldats français ne devront jamais oublier l'effet de ces bombes artisanales. Fin de la formation. Demain, c'est le vrai départ. Yanou, le commando, profite d'une dernière connexion Internet pour communiquer avec sa fiancée. Ça y est, là. Je t'aime, mon amour, tu me manques. Elle a marqué comme message. Ah, elle m'envoie un petit ours, un gros câlin. Alors je vais dire bisous, tout simplement. Je vais dire qu'elle a l'air toute triste. Désolé mon amour, ça lâche, ça fait depuis samedi, dimanche que j'ai pas pleuré, donc voilà. Donc ça y est, elle a un petit coup de déprime. Alors je vais dire qu'elle prenne Nanou dans ses bras. Nanou, c'est un nounours que je lui ai offert. Ah ça y est, elle est allée chercher... Ça c'est Nanou. Donc voilà, il lui fait un gros câlin en pensant que c'est moi. Ça fait toujours après un peu mal au cœur, mais surtout quand elle a un petit coup de cafard en face, ça donne envie de pleurer. Donc, mais bon, on fait avec. Happy to be here? Hell no. Jean-Michel va se renseigner auprès des Américains, les GIs, qui eux restent 1 an en Afghanistan. Qu'est-ce qui est le plus difficile ici en Afghanistan? Les IED. C'est essayer de ne pas se faire tuer quand on sort en patrouille. Il y a toujours quelqu'un qui veut te tuer ici. C'est dur. Mes enfants et ma femme s'inquiètent pour moi tous les jours. Ma plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir rentrer à la maison, revoir ma femme et mes enfants. Ok, bonne nuit. Fais attention à toi. Ouais, je vais faire attention à moi. Je me mets à sa place, pareil, je laisse 2 enfants à la maison, une femme. Donc la seule chose dont on a vraiment peur, c'est d'y retourner dans une caisse, quoi. Mais bon, s'il plaît à Dieu, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Donc voilà. Le grand jour est arrivé. Ce sont ces hélicoptères géants, des Chinook américains, qui vont emmener les Français vers leur destination finale. 30 soldats par machine. Une demi-heure de vol à haut risque pour rejoindre leur base opérationnelle avancée, Nijrab et Tagab. Pour la première fois, le sergent Leila Loéa et le caporal-chef Séné découvrent les montagnes de Kapisa, à plus de 4500 mètres d'altitude. C'est le sanctuaire des talibans. À l'arrivée, leur patron, le colonel Le Naine, est déjà là. Pour lui et ses hommes, la mission commence. Leur base avancée a des allures de fort Alamo, d'immenses fortins entourés de postes de combat et des abris pour résister aux attaques de mortiers et aux tirs de roquettes des insurgés. Dès son arrivée, le capitaine Gruet a trouvé de quoi améliorer le confort de ses nuits. Un matelas récupéré chez les Américains. Et les petits draps, et voilà, impeccable. Les montagnes environnantes sont observées en permanence par les drones, les fameux avions sans pilote. La base est défendue par des chars et de l'artillerie. Les soldats ont encore quelques jours pour se préparer avant d'affronter l'hiver. C'est dans ce camp qu'ils vont passer les 6 prochains mois. Nous sommes dans le poste de commandement du colonel Le Naine. L'endroit n'a jamais été filmé. L'état-major du colonel est renforcé par une trentaine de soldats américains. Colonel, c'est ici que vous avez mené les opérations? Ouais. Voilà, face à la carte. C'est dans ce lieu hautement stratégique qu'arrivent tous les comptes rendus des soldats sur le terrain. C'est aussi de ce quartier général que s'effectue le guidage des avions. Une concentration de moyens technologiques avec une équipe qui veille 24 heures sur 24. Dans son bureau, le colonel a quelque chose d'important à nous montrer. Au mur sur notre droite, ça c'est quelque chose que je tiens à garder. C'est nos camarades morts au combat Nousbin le 18 août 2008, voilà. Qui sont tombés avant qu'on arrive.
et qu'on va garder parce que voilà, ils veillent sur nous. Et chaque fois que je lève la tête, je les vois. Je me dis que notre devoir, c'est que leur mort ne soit pas vaine et inutile. Voilà. Nous sommes à Annecy. Hop là. Attends, Blandine, la femme du lieutenant Lazerge, et sa fille Mathilde sont désormais seules. Cela fait 15 jours que Vincent est parti. L'eau, oui. On va pas voir l'eau là, il fait trop froid. Chaque jour, c'est le même rituel. À ce soir. Blandine dépose sa fille chez la nounou, puis file à 20 km de là pour son travail. Elle est institutrice chez les petits, en maternelle. Sa maman lui dit, son papa lui dit. L'arrivée de son deuxième enfant se précise. Un petit bébé pour février. Pour février. Mi-février. Non. Vincent sera parti depuis 3 mois. Voilà. Sandrine, la collègue de Blandine, est intriguée par le métier de Vincent. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais osé la questionner à son sujet. Sa mission, ça va être de trouver les talibans, enfin pour... Dans les montagnes Dans les montagnes ou dans les villes? Non, dans les montagnes, dans les villes, partout, parce qu'après, c'est vrai qu'ils se cachent partout. Continuer à travailler malgré sa grossesse, rester active, voir du monde, c'est pour Blandine le meilleur moyen de supporter cette séparation. C'est vrai qu'on est un bon groupe d'amis, donc on se retrouve pas mal. Pouvoir discuter ensemble, c'est pas mal. Surtout qu'on vit la même chose. Hein, c'est pas facile de... Ouais. On se laisserait facilement aller. Et on se dit pas comment on va faire pour vivre, comment on va faire pour supporter l'angoisse, l'absence et tout ça. Enfin... C'est la première fois que Vincent part si longtemps. Au fond d'elle-même, Blandine est très inquiète, mais elle cache bien son jeu. Je suis impressionnée par ce qu'elle va vivre. Cette mission, elle implique pas seulement les gens qui l'ont décidé, mais toute une série de familles, et avec des femmes, des enfants, des amis. Que des moments négatifs, il y en aura forcément. Et on sera là. Mais elle a le sourire tous les jours, donc c'est aussi une force pour elle. Autant le prendre avec le sourire et puis voilà, pour tenir pour Mathilde et pour le bébé à venir. Un mois plus tard, Blandine a failli perdre son bébé. Elle a dû arrêter son travail. Elle est partie se reposer chez ses parents, avec Mathilde. La province de Kapisa est une zone infestée de talibans en provenance du Pakistan. C'est sur ce territoire de 60 km sur 60 que les Français vont devoir s'imposer pour rétablir la sécurité. Les soldats sont là depuis un mois. L'adjudant Bouawish et ses hommes effectuent des patrouilles presque tous les jours. Ce matin, il doit effectuer une reconnaissance dans un village situé dans la montagne. Mourad Bouawish va passer en tête de la colonne des 5 blindés. Le danger est présent dès la sortie de la base. L'accrochage est peut-être pour aujourd'hui. Attention à tous les tireurs isolés qui prennent des bouchées dans n'importe quelle baraque. Donc attention, soyez vigilants. À la radio, on vient de lui annoncer un risque de voiture suicide sur leur chemin. À 99, donc un bus, arrêtez sur le côté droit de la route, attention, vigilance. Il doit écarter tous les véhicules suspects. Il y a une grosse suspicion de suicide bombeur dans la zone. Si le gars ne tempère pas, on sera en mesure de devoir lui faire un tir de sommation pour lui demander de s'arrêter, voire plus si c'est vraiment menaçant pour la force. Quelques semaines plus tôt, un engin a explosé à cet endroit même. Serre à gauche, serre à gauche. 300 à droite, 600 à gauche. 90 soldats vont être déployés sur le terrain. Il y a 2 heures de marche pour accéder au village situé dans un canyon. Les chasseurs alpins ont emporté des postes de tir Milan, une arme redoutable qui tire des missiles à 2 km, mais qui est très lourde à porter. Ils ont 60 kg sur le dos. Il fait qu'on marche à flanc comme ça, parce que si on se fait tirer, on se tire comme des lapins là. Aucune patrouille sans protection aérienne. Les hélicoptères américains sont prêts à faire feu si les Français se faisaient attaquer. Pour appuyer l'adjudant Bouawish, c'est le capitaine Jean-Gaël Leflemme qui progresse sur les crêtes. On est dans notre élément là. C'est dur, hein, on souffre quand même, mais on n'est pas surpris.
Ils marchent en pleine zone insurgée. Le capitaine Leflemme a demandé à son ami Vincent Lazerge et au groupe commando de passer en tête et de fouiller la montagne. Et c'est Vincent lui-même qui s'y colle. Comme on voit qu'il y a un petit sentier marqué, on peut se demander si c'est pas des postes de tir. Donc c'est pour ça que régulièrement on regarde si dans les trous il n'y a pas des caches d'armes. Voilà, on sait jamais. Et ils vont trouver ce qu'ils cherchent. Taillés dans le rocher, les postes de combat des talibans. De très bons emplacements de tir qui offrent une vue imprenable sur toute la vallée. Le capitaine Leflemme a posté ses tireurs d'élite pour appuyer Mourad Bouawiche qui entre dans le village. Ils sont prêts à faire feu en cas de problème. L'adjudant Bouawiche veut connaître l'état d'esprit de la population. Il s'est fait par les talibans. Donc ils les aiment pas alors. Ils les aiment pas. Les villageois sont parfois rackettés par les talibans. Son capitaine le rejoint. Jean-Baptiste Gruet va superviser cette mission de renseignement. Les deux hommes sont invités à prendre le thé par les villageois. Dans la montagne là-bas. Y a-t-il du passage? Jean-Baptiste Gruet voudrait savoir si les insurgés utilisent ce village reculé comme zone refuge. Souvent, les talibans passent une nuit ou deux dans les villages avant de disparaître. Parfois, ils recrutent aussi des habitants pour quelques dollars. Ils sont accueillants. Ouais, ils sont hyper accueillants et puis ils voient qu'on s'intéresse à eux, quoi. Ils nous ont même proposé à manger avec à midi, donc on est obligé de les commander. Parce que... Tachakor. Tachakor. Je sais dire un mot, je le place à chaque fois. À l'extérieur de la maison, les commandos ne sont pas oubliés. Presque aussi bon que les navettes de ma mère. Donc c'est bon. Les navettes de ma mère, il n'y a rien de mieux sur terre. À la descente, les soldats vont rester vigilants. Ils savent qu'ils sont observés par les talibans. Mais depuis un mois qu'ils patrouillent, ils n'ont toujours pas été attaqués. Si on veut se battre, c'est facile, on prend les véhicules, on fait 15 km au fond de la baie d'Alassaï en allant tout droit par les bas et on va se battre tout de suite, hein. Mais on sera étrié, on ne sera pas en situation favorable et on va à la mort. Et donc le petit côté guerrier, un peu de G.I. Joe du soldat, il faut pas l'écouter, il faut minimiser le risque en permanence. À chaque retour de patrouille, malgré la fatigue, le capitaine Gruet, surnommé Boule de Feu, défie ses hommes. Hé, le sous-lieutenant Brunet, c'est par là la corde. Vous êtes des petits slips quoi. J'ai l'impression que celle-là elle est un peu plus haute. Hein. La corde, c'est grimper avec son fusil et plus de 40 kg de matériel sur le dos. Un grand classique chez les chasseurs alpins. Allez. Aujourd'hui, une surprise attend le capitaine Gruet. Cette caisse arrive tout droit de France. Cassé, pas cassé? Celle-là, oui. Bon, j'ai la glu. Celle-là cassée. On va la réparer. Oh punaise! Cristal! Il avait pris soin avant son départ d'emballer de la vaisselle ancienne pour organiser des repas de gentleman avec ses adjoints. Ouais, mais non, mélangez pas les morceaux, On va les recoller, hein. Pour l'instant, on va le stocker, puis après, on fera peut-être des petits dîners, on verra, hein. Les dîners du dimanche soir. Bienvenue chez les commandos, les troupes d'élite. L'une des premières choses qu'ils ont installées en arrivant, c'est une barre de traction. Entre eux, ils se lancent des défis, et à ce jeu, Yannou n'est pas le dernier. Les soldats vivent à plusieurs partantes. Ils arrangent leur coin comme ils l'entendent. Les chambres où on est 4 par chambre. Donc on s'est un peu compartimenté et puis on a laissé un espace de vie commune avec notre petit truc cuisine de toutes les provisions qu'on a reçues de la famille, donc ça fait plaisir. Voilà, après sinon moi je suis ici. Donc on est organisé, on a toujours la musette ou le gilet pare-balles et les armes à proximité prêtes au cas où. C'est même un véritable arsenal, car ces hommes sont chargés des opérations spéciales. Il y en a qui trouvent des astuces
des astuces intelligentes pour porter les gilets, pour pas se casser le dos à chaque fois, parce que bon, ça fait quand même 45 kilos, ce truc. J'aime bien les brunes. Et dans une chambre de soldat, il y a bien sûr une collection de pin-up. Mais moi, c'est plus... même si celle-là, elle m'a fait une dédicace, c'est plus celle-là. Je suis plus sûr. Quand j'arrive... Dans la tente voisine, au milieu de cette ambiance très masculine, le sergent Loéa, elle aussi, a installé son espace privé et ses photos préférées. Faire par les copines. Et ça, c'est les photos de la famille. Mon chéri, qui est là au ski. Et mon chéri, qui est là, sur les marches de la mairie. Et la belle femme, là, ici, c'est moi. On dirait pas comme ça, mais c'est moi. Quand on est une femme dans ce milieu d'hommes là, comment est-ce qu'on arrive à préserver sa féminité? Et en même temps, qu'est-ce qu'on pense des hommes et du regard des hommes? Je pense qu'après 6 mois d'abstinence, c'est peut-être pas la meilleure des solutions de se faire belle tous les jours, quoi. C'est un peu... On passe un peu pour un poulet rôti au milieu de... d'un champ d'hommes affamés, mais bon, on se met pas trop en valeur, quoi. Puis on va pas trop chercher... On va pas gratter l'amitié, c'est comme ça qu'on dit chez moi. À chaque retour de mission, Leïla essaye d'appeler son chéri. Il y a 3h30 de décalage avec la France. Aujourd'hui, il ne répond pas. Peut-être qu'il est avec sa maîtresse. Ah, ça sonne. Allô, mon cœur. Oh. Ça va? T'es pas fait trop de soucis? J'avais dit 4, hein, c'est 5 jours. Tu t'es fait du souci? Si, oui, d'accord, ouais. Non, mais tu t'es déjà dit, si jamais à moi il doit m'arriver quelque chose, ça veut dire que toute la compagnie est morte. Donc, ouais. Allez, bébé, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, je t'embrasse. Mais bienvenue dans ma chambre, dans ma maison. La petite Charlie, ma maman, mon papa, la petite famille avec ma femme. Toutes les photos de la famille. Toutes les photos de la famille. Et puis ce qu'on voit là à gauche, c'est le petit Jésus hyper musclé. Ça me donne envie de lui ressembler. C'est qu'on va dire impossible, mais bon, physiquement, si on arrive à être comme ça déjà, c'est pas mal, quoi. Pour ressembler à Jésus-Christ Superstar, Jean-Michel Séné fait au minimum 100 pompes par jour. Ils sont 8 à vivre dans cette tente. Parmi eux, il y a aussi un Américain. Cam. Stop calling me guy. Okay. So this guy is a FNJ, new fucking guy. C'est comme ça qu'on l'appelle ici. C'est pas nous les Français qui l'appellent comme ça, mais c'est ses collègues américains. Et il comprend le français ou pas? Do you speak English? Yes, I speak English. What about French? Non, il comprend rien en français. Et on va dire merci quand même au new guy, au new F guy, de nous avoir amené aujourd'hui des lobsters. Chaque semaine, les Américains se font livrer du homard sur la base. Et c'est Jean-Michel qui a réussi à négocier la bonne affaire pour ses copains. Merci Paul for the lobster. You're welcome. C'est merci mon général. Merci mon général. Allez. Au même moment, sur le terrain, une section est en pleine galère. Au retour d'une patrouille, un blindé s'est enlisé. Impossible de le sortir, les pluies ont transformé la piste en véritable patinoire. Rajoutez un peu de caillasse derrière la roue là, pour qu'ils prennent un peu plus d'appui. Le capitaine Charlet est sur le qui-vive et il a toutes les raisons d'être inquiet. Les insurgés n'attendent qu'une erreur de la part des Français pour attaquer. L'objectif c'est de faire ça au plus vite pour qu'on rentre avant la nuit. Si il fait nuit, on est comme des cons. La piste est défoncée. Difficile de faire demi-tour dans ces conditions. Heureusement, 20 minutes plus tard, le blindé finit par sortir. Pas de conneries, mais surtout on traîne pas. Mais tout danger n'est pas écarté. Un groupe de talibans projetterait de nous prendre à partie sur le chemin du retour. Retour sous haute tension. À la base, pour protéger la patrouille, leurs camarades déclenchent un tir d'artillerie. Ce sont des obus éclairants qui vont permettre aux soldats d'y voir comme en plein jour et dissuader les insurgés de passer à l'attaque.
Dès qu'il en a l'occasion, le colonel Le Naine s'entraîne au tir avec sa garde rapprochée et les commandos. Oh, c'est bon, hein. Ce matin, il nous invite dans sa tente. Privilège du chef, il y vit seul. Mais c'est important que le chef soit seul. Il faut que le chef soit seul. Il faut qu'il ait des moments où il puisse se retrouver et réfléchir. Parce qu'un chef qui ne réfléchit pas, c'est un chef qui met la vie de ses hommes en danger. Voilà. Dans un coin, Nicolas Le Naine a disposé des souvenirs de France, dont un calendrier de Noël confectionné par sa famille. Ça a été une des surprises du calendrier de l'Avent. C'est ce que m'a offert ma femme et mes enfants pour le 6 décembre. Dans cette boule de neige, la photo de sa famille. Voilà, ils sont derrière, ils me regardent. Rémi, le fils aîné du colonel, a pris cette photo 3 semaines avant son départ en opération. La famille entière s'est organisée pour fabriquer cette surprise en cachette. Petits mots doux, messages intimes. Ses parents, grands-parents, neveux, tous y sont allés de leur petite dédicace. Attends, ça c'est mamie Hélène. Mon tonton, je pense bien à toi et j'espère que tu ne te feras pas toucher et de faire attention à toi. Gros bisous, Paul. Un calendrier qu'ils avaient glissé en secret dans ses bagages. Chaque jour, donc, j'ouvre un sachet. Donc là, je vais ouvrir celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 11. Et il y a un mot de mon père qui me dit « Plus on se maîtrise soi-même, mieux on maîtrise la réalité extérieure ». C'est une règle de Miyamoto Musashi, et mon père est un grand admirateur du zen et de la pensée des maîtres japonais. C'est un samouraï, mon père. Voilà. Et puis, il y a un petit mot de ma petite fille Fanny, justement. J'ai la chance d'être dans une super famille, ça c'est sûr. Et si j'avais pas une famille comme la mienne, je pourrais pas faire ce métier. Et je pourrais pas le faire dans les conditions dans lesquelles je l'ai fait, quoi. Puis là, j'ai toujours ce petit soldat qui m'accompagne. C'est un petit soldat de plomb que m'ont offert mes enfants l'année dernière. Ah, il est pas joli, hein. Il a bourlingué, le bougre. C'est un chasseur alpin qui fait du ski et je trouve ça super parce que il avance, il continue d'avancer. Voilà, et moi je suis un homme qui doit continuer d'avancer et qui doit continuer à faire avancer mon bataillon. Donc, chaque fois que je le vois, je pense à ça. Je pense à mes enfants, à ma famille, et je me dis, il faut que tu fasses avancer ton bataillon. Tu n'as pas le choix, c'est ta mission. Voilà. Ce coup de clairon, c'est le rappel à l'ordre pour les retardataires. Aujourd'hui, le capitaine Gruet prépare une grosse opération. L'objectif de cette opération, c'est d'aller fouiller le camp point que vous avez tous déjà reconnu. Dans ce camp point, transitent fréquemment pas mal d'insurgés et notamment des chefs. Un compound, c'est un groupe de maisons. Et voici l'objectif de demain. La maison d'un chef insurgé appelé Moïboula. Chef de bande, trafiquant d'armes et surtout poseur de bombes. Les chasseurs alpins vont encercler l'habitation, puis ce sont les commandos qui entreront par surprise. Les GCM et le génie qui arrivent... Pour cette opération, le colonel Le Naine a mobilisé 400 hommes, car la maison de Moïboula se trouve dans une zone contrôlée par les insurgés et qui peut devenir un véritable guêpier. On pose la cloche et après, on ne bouge plus, il n'y a plus rien qui rentre, plus rien qui sort. La mission demande la plus grande précision. À partir du moment où on a quitté la FOB, la montre est déclenchée. Et moi, je serai au PC et je peux vous dire que je ne vous laisserai pas 5 minutes de plus. Pourquoi je dis ça? Parce que là, ils sont peut-être 20. Mais peut-être que 20 minutes après, ils seront 200. À ce que vous êtes contre 20, c'est une guerre. À ce que vous êtes contre 200, c'est plus la même guerre. D'accord? Là, si on oublie un mec, le mec, c'est fini pour lui. Hein. Il rentrera pas à pied, je vous le dis. Hein. 4 heures du matin. Le colonel a décidé d'être aux côtés de ses hommes. Cette opération, il l'a préparée pendant un mois. Pour lui, l'enjeu est très important. Allez, vers 20 en avant. Ça va être un peu la vérité des prix sur nous-mêmes, et puis la vérité des prix sur l'ennemi surtout. Ça va nous permettre de savoir quelles sont ses intentions, s'il continue de fuir le contact.
Ouais, 30, les avions 10 minutes. 10 minutes, reçu par les. Lorsque les premiers soldats arrivent dans le village, la tension est au maximum. Le chronomètre est déclenché. Ils progressent au milieu de la population, mais ils savent qu'ils peuvent être frappés à tout moment. Oui, vers 30, Moïboula serait dans la zone en mesure de perpétrer une action contre nous. Reçu par les. Jean-Baptiste Gruet est d'autant plus inquiet que les avions américains censés les appuyer ne sont pas là. Ils viennent d'intervenir sur un accrochage au sud du pays. Ça me gonfle ces putains d'avions là. Je préfère qu'on ait l'appui avion une fois qu'on aura fouillé, après la fouille, que trop perdre de temps maintenant. Ah oui, mais on y va là. Hein. Ah ouais, il faut y aller. Là, on est parti. Hein. Et on est en train de boucler et, et après on... Voilà. C'est bien. Depuis les hauteurs, les blindés ont la maison dans leur ligne de mire. Ils observent des habitants qui se postent sur les toits. Ok, le pack il vient de descendre de l'échelle, vu, l'autre y suit. Au signal, les commandos entrent dans la maison. En quelques secondes, ils rassemblent tous les habitants. C'est alors une véritable enquête de police qui commence. Il y a toujours un policier afghan qui accompagne les soldats français. Par peur des représailles, ils cachent leur visage. Dans la cour, tous les hommes sont fouillés. Les femmes, elles, refusent de sortir. C'est Leïla qui doit gérer le problème. Et j'ai dit à l'interprète que c'était pas possible, qu'il fallait qu'elle vienne. Parce qu'elles disent qu'il y a trop d'hommes dans le coin, donc elles veulent pas se montrer autant d'hommes. Donc on a fait descendre la police Anna. Et moi, de toute façon, il faut que je les fouille individuellement parce qu'elles sont au moins 8 là-bas dedans et donc elles peuvent se repasser des trucs sous la burqa. Sous un sac de farine, les soldats découvrent des composants électroniques, des téléphones portables, un réveil relié à des fils électriques. Tout ce qu'il faut pour fabriquer un piège mortel. Un truc de téléphone. Ça, c'est un téléphone policier, oui. Ces hommes qui manipulent avec le plus grand soin ces pièces à conviction sont des spécialistes de l'identification criminelle. Un relais qui peut rentrer dans une composition d'un EUED. Parmi ces soldats, il y a des gendarmes. C'est la première fois qu'ils interviennent en Afghanistan. En France, ce sont les experts des scènes de crime. Avec eux, la traque des poseurs de bombes prend un nouveau visage. Leur prise ce matin, des couvertures, des vêtements qui peuvent contenir des traces ADN. Les gendarmes vont aussi effectuer des prélèvements de salive. Et pour finir, les commandos vont faire une photo de tous les suspects avec cet appareil de biométrie qui enregistre l'empreinte rétinienne. Relié à une base de données américaine, il indique en temps réel si l'homme est recherché. Ok, il y est pas. Hein? Il y est pas. Say him to go here because we don't have it yet. Mais pour le chef des commandos, l'enquête n'est pas terminée. Il veut quand même interroger les hommes et il va faire une découverte. Il disait qu'il se préparait à fêter un mariage. Oui. Et c'était le mariage de qui? Shah Mahmoud. Ça, je suis sûr qu'il est dans le bad guy. Les bad guys, c'est-à-dire les méchants, ce sont les personnes recherchées. C'est lui-même, Shah Mahmoud. C'est lui? Oui. Shah Mahmoud, c'est vous? Shah Mahmoud, oui. 82. Le chef des commandos décide d'arrêter cet homme. Il est soupçonné d'être un trafiquant d'armes et de racketter la population. Les Français ne font pas de prisonniers. Les suspects vont être remis à la police afghane. On a embarqué 2 personnes, dont un qui est... On est sûr que c'est un mauvais, donc un méchant. Donc au moins lui on l'a chopé. Les soupçons qui pesaient sur les habitants de cette maison vont encore être confirmés. Dans le jardin, les démineurs font une découverte importante. Tout un lot de roquettes, en parfait état. Bon, ça c'est le 82 chinois sans recul. Une très belle prise. Après tu touches plus rien les munitions parce que pas dedans. Oh, chinois, russe. Parce que là il est chinois. C'est rassurant parce que c'est toujours ça qui ne sera pas tiré sur nous. Donc effectivement, pour les gars, c'est chouette parce que
enfin il y a quelque chose de concret, il y a un résultat véritablement concret. La fouille a duré 2 heures. Pour le colonel Lenaine, il est temps de rentrer. Il faudra être très vigilant sur la partie où on va s'exfiltrer vers nos véhicules. Et en plus, on a du renseignement comme quoi il y aura une quinzaine d'insurgés qui se ressembleraient dans une maison. Donc on est vigilant. Voilà un mois que les chasseurs alpins occupent le terrain. Toujours pas d'accrochage avec les talibans. Hey! Recule! Recule! Retour en France avec la famille du capitaine Gruet. Véronique amène ses enfants à l'arbre de Noël organisé par le bataillon. Non, le Père Noël, il a dit qu'il voulait vous entendre. Il a encore 1h30 de voyage, il veut vous entendre. Bonjour! Est-ce que vous avez bien travaillé à l'école? Les soldats en mission ont laissé derrière eux leurs conjoints et 339 enfants. Pour les enfants du capitaine Gruet, c'est l'occasion de retrouver quelques copains et de se sentir bien entourés. La plupart des petits qui sont ici vont attendre encore 5 mois le retour de leur père ou de leur mère partis en Afghanistan. De retour chez eux après la fête, la famille Gruet profite du jardin, enneigé depuis quelques jours. Regardez, voilà Augustin qui a mis le turbo, attention, on a attrapé. Attention. Les grands, Vianney, Augustin et Guillemette, respectent leurs promesses. Ils essaient d'être sages et d'aider leur mère. Qu'est-ce que tu penses quand tu penses à ton papa? Qui va bien et qui est en train de combattre. Et tu sais ce que c'est, combattre? Oui. C'est quoi? La guerre. C'est tuer les gens méchants. Et tu crois que c'est ce qu'il fait, ton papa, qui tue les gens méchants? Oui. Alors on met que des pommes sur cette tarte ou on va mettre un peu autre chose? Parce que les pommes, on en mange, hein? Bravo! La petite Marie-Liesse fait ses premiers pas. Les enfants préparent des surprises à glisser dans le courrier de leur père. Ça, j'en suis sûre. C'est bon, voilà. Mais petit truc pour Ouais. la petite gamin, comme ça il va l'échanger contre un cadeau. Augustin a bien retenu la leçon. Il sait pourquoi son père est en Afghanistan. Pour qu'il n'y ait plus d'attentats dans Paris et d'autres villes. Pour qu'ici il y ait la paix. Mais c'est quand même plus facile pour eux de parler de choses bien concrètes. Ça doit être sympa en tout cas, parce qu'avec toutes les rations qu'ils mangent. Bah oui. C'est sympa pourquoi? Parce que les rations c'est hyper bon. Bah, tu parles, on mangeait tous les jours, il en a marre. Mais non, c'est toujours hyper bon alors. Je pense qu'ils imaginent pas forcément le quotidien. Pour eux, ça reste un jeu, c'est une histoire. Ils vont aussi bien jouer au roi qui va attaquer tel château qu'aux militaires qui vont attaquer les talibans. Pour eux, ça restera voilà, quelque chose qui reste abstrait, mais ils savent que leur papa est là-dedans. Si ça commençait à devenir trop lourd à porter pour eux, je m'en rendrais compte. Tiens, voilà du boudin pour les Belges, Alsaciens, les Suisses. Ce sont des tyrans au cul, ce sont des tyrans au cul. Vous obéissez bien. Les enfants ont recréé les FOB, c'est-à-dire les bases des soldats français en Afghanistan. Des mineurs devant là. J'ai fait 3 FOB pour penser aux 3 compagnies qui sont parties. Une FOB, c'est un petit compartiment pour une compagnie avec des petits abris pour s'abriter et puis des tentes. Et là, c'est notre papa, c'est le chef de la compagnie verte, mais il est parti avec la compagnie jaune, je sais même pas pourquoi. Quoi? Pour Augustin et Vianney, les soldats français ne meurent jamais. Ils ont des trucs, vous voyez, pour quand les balles arrivent, et bah elles se passent pas. La balle passe sur les lunettes, ça rebondit. Et le casque, il est jusqu'aux lunettes. Quand on tire une balle, ça fait rien. Partout même, ça fait rien. On va partir en mission et ils vont les rabattre. Ils vont rabattre qui? Bah, les talibans. Et voilà les talibans, de toutes les couleurs. Il faut qu'eux, ils vont se déplacer parce que vous allez les rabattre. GCM2 encore, 9.
10 jours plus tard, en Afghanistan, c'est Noël. Les soldats ont cru jusqu'au dernier moment être privés de cadeaux. Mais un conteneur entier vient d'arriver tout droit de France, alors c'est l'euphorie. Hey, Manager! Hey, my packets arrived! The postman is arrived, yes, man? Yes! Pépé le légionnaire a reçu 2 colis. Le premier vient de Corse. Ah là, je m'en doutais. Oh! De la bière corse. Oh! Quoi? L'autre a été envoyé par sa femme, du Brésil. Il y a tout sauf le rhum, quoi. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? L'ouverture des colis, c'est un vrai cérémonial. La bouteille de gnôle, la vache qui rit, des soupes. Ils sont dit que j'allais avoir froid. Ah, les toasts, ça veut dire qu'il y a du foie gras. On a juste le plaisir de les ouvrir. Après, ce qu'il y a dedans, ça fait toujours plaisir, mais rien que d'ouvrir le colis, et de savoir qu'on a un colis, c'est le plus gros moment, ça, je pense. Tout ce qu'on reçoit, on le partage avec nos collègues. Il y a du foie gras, de canard avec des morceaux. Certains colis réservent des surprises. Là, la bouillotte enfant. Là, je pense que mes parents m'ont fait une petite blague. Elle est magnifique la bouillotte. C'est mon père qui a fait ça, j'en suis persuadé. Je pense qu'il va falloir la mettre là comme un trophée quand même. Merci papa. Le capitaine Gruet n'a jamais eu peur du ridicule. Alors ce soir, le Père Noël, ce sera lui. Salut Bilou! Salut Bilou! Pépé le légionnaire s'est mis en tête d'apprendre à parler ch'ti aux Américains. Ça va? Non, chat, va. Watch the camera. Salut Bilou! Suite une série de sketchs où chacun va en prendre pour son grade. Des sections de combat, jusqu'à l'aumônier militaire. Monseigneur, nous te saluons! Sans oublier la garde rapprochée du colonel. Le colonel Le Naine, caricaturé en Dark Vador, qui fait trembler ses hommes sur les histoires de tenue. L'hiver en Capissa va être de courte durée. Chaque semaine, des convois logistiques à haut risque sont organisés vers Kaboul et Bagram. Des liaisons indispensables qui permettent de ravitailler les bases en eau, nourriture et munitions. Tous les soldats, qu'ils soient secrétaires, mécaniciens ou magasiniers, prennent leur tour comme n'importe quel combattant. Pour eux, c'est la route de tous les dangers. Embuscades, engins explosifs improvisés, camions suicides, personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, c'est au tour du sergent Loéa. Elle sera accompagnée de Jean-Michel Séné qui prend place à l'avant du blindé, derrière la mitrailleuse. Ils savent qu'à chaque mission, ils remettent leur vie en jeu. C'est le destin, voilà. Mais bon, on n'est pas tout à fait serein, voilà. Mais bon, si on nous attaque, on est là, quoi. Voilà. Leïla s'est engagée dans l'armée pour défendre des valeurs de liberté. Ici, c'est la condition des femmes qui la touche le plus. Ça doit être bizarre pour eux de voir une fille avec une arme, en treillis, avec un casque lourd sur la tête, au milieu de plein d'hommes, alors qu'elles sont obligées de sortir voilées, voire avec une burqa. On se dit qu'on a de la chance d'habiter en France. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, hein. Et je suis la première à me plaindre. À ce qui paraît, les Français sont des râleurs. Bah, des fois, ça nous remet les pendules à l'heure de venir ici. À chacune de leurs arrivées sur la base de ravitaillement, Leïla et Jean-Michel retrouvent de bons copains. Mais pas le temps de traîner. Ils sont venus pour faire le plein. Là, on est chez les magasiniers de l'ordinaire. Sans eux, on ne vivrait pas. Les gars de l'ordinaire, ce sont les cuistots.
Ils fournissent tout ce qui améliore le confort des soldats. Mais Jean-Michel n'est pas venu chercher que des victoires. Il est aussi venu régler quelques comptes personnels. Merci. C'est cadeau. Et il peut vite monter au créneau quand il s'agit de défendre les copains. Sérieux, tu sais que tu m'as donné des gants usagés, mec? Non, ils ont été portés une fois et non, ils ont enlevé l'étiquette. C'est pas possible, c'est des gants usagés. T'as changé des gants avec des mecs qui ont utilisé ici des gants et tu m'as donné de la merde, mec. Ça se fait pas. Alors là, 2524 dans celle-là. C'est Leïla qui tient les comptes. Elle a troqué son fusil contre une machine à calculer. Voilà, là vous êtes en train de taper la facture tout de suite? Ouais. 24, 17 sneakers. Tu m'as donné des manches de balai. Ouais. Sans les balais, c'est génial, j'en ai au moins 100. C'est impossible. De balais, je peux te dire que j'en ai 4. Par contre, des manches de balais en plastique de toutes les couleurs multicolores que tu puisses exister. On s'est fait carotte. Arc-en-ciel. Effectivement, voici les manches. Avec les brosses, c'est tout de suite plus pratique pour faire le ménage. Ah là, on a retrouvé nos balais. Hyper content. Bah merci encore. Hein. Bah de rien, et puis à la semaine prochaine. Ça marche. Allez gros. Un mois plus tard, dans la vallée d'Alassaï. Cela fait 3 heures que les Français sont au combat. Ce bruit terrifiant, c'est celui des avions A-10 qui bombardent les positions des insurgés dans la montagne. Ouais, Jean-Guy 30, c'est Jean-Guy qui parlait. Des soldats de l'armée afghane se sont fait attaquer. Ils viennent de perdre un homme. Les Français sont intervenus pour les sortir d'affaire. Il y a un mort chez Lana. Ouais, pour nous, début du désengagement, la situation est redevenue calme, la population est ressortie de leurs habitations parlées. C'est au tour des Français de rejoindre leurs véhicules. Pour eux, c'est toujours une phase critique. Au même moment, ils observent des groupes de civils qui se dirigent tranquillement vers eux. Les Français sont persuadés que ce sont des insurgés. Sous leur habit traditionnel, ils peuvent cacher une arme. 5 minutes plus tard, c'est l'embuscade. Les Français répliquent avec ce qu'ils appellent la boule de feu, un déluge de tirs pour faire baisser la tête de l'ennemi. Les insurgés sont postés derrière les murs à 150 mètres. Là, tu es dans la zone de la campagne avec la porte verte. Par là-bas. Ok. Tir de mitrailleuse. Missile Milan. Puis ce sont les avions américains qui bombardent à nouveau. Les derniers soldats restés sur les hauteurs doivent à leur tour quitter leur position et courir avec plus de 40 kilos sur le dos. Les balles tapent sous leurs pieds. Une course de 300 mètres, sous le feu, en utilisant les blindés pour se protéger. Cette opération a duré 7 heures. Un soldat français a été légèrement blessé. L'armée afghane compte 2 morts et un blessé évacué en hélicoptère. Aussitôt après, les soldats refont le film de l'accrochage. Pour certains de ces jeunes chasseurs alpins, c'était le baptême du feu. Les talibans étaient tout près. Et à 10 mètres les mecs. Et nous on était là, juste à l'angle de la prairie là. Derrière vous. Et en fait les premières balles elles ont tapé à 2-3 mètres de nous. Ils tirent à la calage par-dessus. Ouais, normal. Il fait ça, le mec il était en face de lui comme ça. Il a fait bon, il a fait comme ça, il s'est retourné, le mec il était plus, il est resté en appui, tout le monde est passé, on est arrivé sur les balles. Alors c'est quoi l'état d'esprit là après un accrochage comme ça? Rien, on fait moins nos malins en fait. On fait moins les malins et voilà. Ça sifflait, c'était à côté. C'était vraiment à côté là. On a eu chaud. Dieu. Oh putain oui. On remercie le bon Dieu. Pour leur permettre de décompresser, le caporal-chef Séné a organisé un petit événement. Il s'est mis en 4 pour trouver du homard et des pinces de crabe chez les Américains. Steph, on va chercher les chaises pour s'asseoir. C'est une soirée plutôt réservée aux hommes. Et il a même invité une vedette,
Mistagab. Pour cette opération spéciale, ce ne pouvait être qu'un commando, Yannou. Il y aura la zik qui sera à fond, on fout le truc, et toi tu rentres et tu fous le truc, ok? De toute façon, tu seras au top, je viendrai te voir, on mettra la musique à donf, ok? C'est beau. Allez, tous en cœur là, Mistagab, 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 Mistagab. Est-ce que ce soir, vous êtes chaud? Le lendemain matin, devant la base, brutal retour à la réalité. Un groupe de femmes afghanes a demandé à rencontrer un médecin français. Les soldats de garde ont dû faire appel à une femme pour les fouiller. On y va? Les femmes sont accompagnées par un homme, le frère de l'une d'elles. Direction l'antenne médicale que les Français ont installée sous une tente. Grâce à l'intervention de Neige, l'une des infirmières, la crainte des jeunes femmes va rapidement s'estomper. « 3, 4, 5, 6, 7... » Ces femmes ne se comprennent que par des gestes et des signes de complicité. C'est super agréable de voir enfin des femmes. Au début, on n'en avait pas beaucoup, on pensait qu'elles étaient plus cloîtrées à la maison et qu'il y avait droit qu'aux enfants, les soins qu'aux enfants. Et là, doucement, elles vont commencer à venir et là, ça va être intéressant. Solidarité féminine. C'est le moment de la consultation. La femme se plaint de violentes migraines. C'est le médecin-chef qui va l'ausculter. Quand elle a mal, ça tape. Ça fait des douleurs qui tapent, et ça serre un peu, ça fait quoi? Tu peux lui demander si elle accepte que je l'examine. Je ne vais pas la déshabiller, juste un peu l'examiner. Encore. D'accord. Bon. Je sens que dans son regard, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une attente, en même temps il y a de la pudeur. Et puis elle doit sentir que moi aussi je ne suis pas forcément à l'aise. C'est quand même assez particulier et je sens qu'il n'y a pas forcément une très très grande confiance. Je ne pensais pas que je serais autant mal à l'aise. Docteur. Bah ouais, hein, je suis humain comme tout le monde. Hein. La burqa, ça se lève pas comme ça, voilà. Trois semaines plus tard, nous retrouvons Neige, l'infirmière. Nous sommes à 10 km de la base, en bordure d'un village. Pas évident quand même de se faire comprendre. Entre l'anglais, le français et l'afghan, je patauge. Ça vous plaît de faire ce que vous faites? J'adore prendre soin des gens, là, je suis comblée là. Les soldats français et l'armée afghane ont décidé d'organiser une opération d'aide médicale au profit de la population. Mais le succès les dépasse. Neige a été appelée en renfort pour la fouille des femmes et des enfants. Il y a des femmes qui se laissent pas faire, puis il y en a d'autres qui veulent rentrer avec un couteau, ce qui est formellement interdit. Donc après... Sinon elles ont sourire, ça fait plaisir. Mais elles sont belles les femmes afghanes, je suis hallucinée. Non, là. Sous une tente, un petit hôpital de campagne a été installé. Les médecins français et américains sont débordés. Pour soigner tout ce monde, il y a une autre infirmière, Gaëlle.
Les femmes afghanes qui viennent se faire soigner sont toujours accompagnées d'un homme. Et certaines d'entre elles arrivent dans des conditions pour le moins surprenantes. Comme celle-ci, dans une brouette, entièrement cachée. Cette jeune femme vient d'accoucher. Elle souffre d'une césarienne mal cicatrisée. C'est le médecin américain qui la reçoit. Elle a eu un bébé. Allez-y, on la fait rentrer. Allez-y, rentrez. Est-ce que je peux l'examiner? Est-ce que le médecin peut l'examiner? L'homme refuse. L'interprète insiste. Et si c'est une femme? Ici, on a une infirmière. On a une infirmière qui peut faire ça, pas de problème. Alors c'est Gaël qui va lui venir en aide. Où a-t-elle mal? Elle a eu une césarienne. Elle a eu un bébé, ça a été mal recousu. Je peux regarder? L'homme et sa femme repartent comme ils sont venus. Alors vous avez dû ausculter cette femme dans la brouette, toujours? Oui, pas évident, il manquait de lumière et c'est vrai que pour créer un coin intimité ici, c'est pas évident. Donc on a fait du mieux qu'on peut, puis voilà. On la revoit lundi, au poste de secours. Nous sommes à l'entrée de la vallée d'Al-Assaï. À chaque fois que les Français s'y sont risqués, ils y ont été pris à partie par des insurgés. Nous retrouvons l'adjudant Bouawish et sa section. Il vient d'apprendre par radio qu'il y avait un risque d'embuscade avec une charge explosive quelque part sur la piste. Sécurité maximale, l'attaque peut aussi venir des crêtes. Sinon, pour l'instant, tu restes derrière. Il a fait débarquer ses hommes et demandé aux démineurs d'inspecter la piste. Il est en contact permanent avec ses spécialistes qui ouvrent la route. Tu me précises ton compte rendu, donc certes, dispositif de sécurité, qu'est-ce que tu as trouvé? Reçu. Recule. Recule. Radio. 34, on a trouvé un élément, un objet suspect. Donc on se met à l'abri des coups de vue, attention qu'il n'y ait pas un tir isolé au-dessus là. Les démineurs viennent de trouver sur les bords de la piste un sillon fraîchement creusé dans la terre. Une ligne destinée à cacher un fil électrique. Il faut aller très vite, remonter la trace du poseur de bombes. Elle se perd 200 mètres plus loin, dans ce ruisseau. Et c'est depuis ce trou dans le mur que les insurgés voulaient déclencher la bombe. Là-bas, il y avait l'IED, ils ont posé. Et juste à poser la ligne, et dès qu'on est arrivé, ils se sont barrés. On peut estimer qu'ils sont barrés par là, en fait. Regarde, tu vois, les enfoirés, là, ils ont fait la saignée et tout, là. Les enfoirés, là. Ouais. Au milieu de la piste, les démineurs ont trouvé la bombe. Il ne restait plus qu'à la relier à un fil électrique. C'est bien, les gars, c'est bien. L'homme qui intervient sur le piège est l'un des 10 meilleurs spécialistes français en matière d'explosifs. Ce légionnaire en a neutralisé des dizaines. Et là, il vient de comprendre que ce piège est l'œuvre d'un expert. Écartez-vous, écartez-vous. Bon, là, vous allez vous coucher un peu un instant. Hein, vous abritez, là. La charge elle-même peut être piégée. Alors il prend toutes les précautions. Corde, grappin, pour à distance extraire le paquet de son trou. C'est seul qu'il s'avance près de la charge. Il a coupé les fils reliés au détonateur. La bombe est neutralisée. Poudre noire, comme Major l'a dit, elle est plus sensible. C'est pour ça qu'ils ont fait amorçage direct. Okay. C'est des malins, on va dire que c'est des malins. 5 obus de 75 mm bourrés de charges explosives. C'est sûr que là, et c'était bien amorcé, avec de la poudre noire, c'est sûr que là, ils allaient faire un maximum de dégâts sur un véhicule.
3 semaines plus tôt, les chasseurs alpins avaient déjà échappé de justesse à un engin explosif placé sur la route à la sortie de leur base. La scène a été filmée, un document. Sur la vidéo, on voit l'explosion, juste après le passage d'un blindé français. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le lieutenant Vincent Lazerge. Sa femme, Blandine, et sa petite fille, Mathilde, lui ont préparé une très belle surprise. Vincent découvre pour la première fois les images de son fils, né il y a 15 jours. Et ben mon amour, voici Jean, qui a 2 jours. Et Mathilde. Oh, il y a papy! Mathilde, tu dis bonjour là? Regarde, papa il va regarder. Tu lui dis bonjour? Là, regarde la caméra, là. Tu dis bonjour, papa il va regarder après. Tu dis bonjour papa. Bonjour papa. Tu dis quoi? Je t'aime papa. Attends, on va pas le déshabiller, il va avoir froid après. Tu lui montres bébé Jean? C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. On se rend compte par les vidéos que les choses changent. Les choses changent. Puis quand je rentrerai, il aura encore grandi, donc il sera dépouponné. Il se tiendra, je pense, assis. Donc il aura bien changé, ouais. Ça nous donne la force, ça nous donne du courage en plus, quoi. On se sent entouré. C'est génial, quoi. Vincent ne pourra serrer son fils dans ses bras qu'au retour de la mission, dans 3 mois. Allô Mathilde, bonjour. Moi aussi je t'aime ma fille. « 13 mars 2009. Nous sommes à la veille d'une grande opération. Il a fallu 1 mois et demi pour la préparer. Ok. Bonjour. Ça va? Le colonel Le Naine a décidé de frapper très fort, reconquérir la vallée d'Al-Assaï aux mains des insurgés. Il a réussi à convaincre l'armée afghane et les Américains de s'engager à ses côtés. Le succès de l'opération repose sur ses épaules. La vallée est imprenable depuis des années. Pour lui, l'enjeu est considérable. Confiant, tendu et concentré. Voilà, ça c'est les 3 vertus cardinales pour ce genre de bataille. Comme au théâtre, le rehearsal est la répétition générale de la guerre qui va se jouer demain. Sur une maquette géante, toutes les positions stratégiques ont été représentées et l'ennemi figure en bonne place. Demain, le capitaine Jean-Gaël Leflemme sera en première ligne avec les commandos, derrière une compagnie de l'armée afghane. C'est lui qui va diriger l'assaut. Inch'Allah. À l'Afghane. Non, il y a une vraie incertitude sur la réaction de l'ennemi quand on va arriver dans la vallée. On se prépare au pire en espérant que ça reste calme. Mais j'y crois pas. En se déplaçant sur la maquette, les soldats visualisent la position qu'ils auront demain sur le terrain. Jean-Gaël retrouve une vieille connaissance, ce capitaine de l'armée afghane. Les 2 hommes ont déjà combattu ensemble les talibans. Lui, il est bon, lui. Ils espèrent entrer ensemble dans Al-Assaï. Quelques heures avant le départ, Jean-Gaël veut se concentrer, seul dans sa chambre. Demain, il va mener ses hommes au combat, les commander sous le feu. Vous, est-ce que vous avez déjà eu peur sur le terrain? Tous les jours. Tous les jours. C'est normal d'avoir peur. Une certaine peur. Vous la maîtrisez? Vous ne la communiquez pas, vous essayez de ne pas la communiquer en tout cas. Oui, ça faut pas. Faut faire semblant. Et C'est-à-dire faire semblant d'être rassuré? Ouais, il faut faire semblant d'être le mec super à l'aise. Les commandos sont prêts. Le colonel Le Naine veut leur parler avant l'attaque. Je pense qu'on a réfléchi à beaucoup de choses. Alors après, il y a toujours le brouillard et l'incertitude de la guerre. Ça, c'est vieux
depuis que l'homme réfléchit et depuis que l'homme fait la guerre. Il y aura toujours des choses qui ne se passeront pas comme on les avait prévues, c'est inéluctable, c'est comme ça. C'est l'incertitude parce que l'ennemi, on n'arrive pas toujours à percer ses intentions. Okay ? Si je ne vous faisais pas 100% confiance, je n'aurais pas ordonné la mission que vous allez remplir. C'est très clair dans mon esprit. Le lendemain, 14 mars, 4h30 du matin. La compagnie du capitaine Jean-Baptiste Gruet est héliportée sur les crêtes dominant la vallée d'Alassaï. Voici le décor de la bataille, la zone sanctuaire des insurgés. Les forces de la coalition veulent reconquérir ce territoire. Leur objectif final, le district d'Alassaï, tout au fond de cette vallée. Nous progressons avec les Français, le capitaine Jean-Gaël Leflemme et les commandos. Depuis l'aube, c'est une véritable armada qui progresse. 800 soldats afghans et français, en véhicule et à pied. En face, il y aurait 200 ou 300 insurgés. Les villageois ont quitté leurs habitations. C'est une vraie bataille qui s'engage entre deux belligérants. Les commandos progressent juste derrière les soldats afghans. T'écoutes bien le réseau, hein. Mets-le à l'oreille, hein. Jean-Gaël Leflemme veut être au courant de tout ce qui se dit à la radio. Profite des vagues, avance. Ça peut venir des maisons, donc on fait attention au toit. Les insurgés ont organisé leur défense à partir des maisons et dans la montagne. Les Français doivent parcourir 3 km sous le feu jusqu'au fond de la vallée. On arrive à un grand découvert, d'accord, Jedge? J'aime pas bien ça. Charlie, va! Tu peux tirer quelques bunes déjà au-dessus, d'accord? Juste pour faire baisser les têtes. Les avions américains attaquent les postes de combat des insurgés dans la montagne. Les Français découvrent soudain une situation surprenante. Les soldats afghans partis en tête rebroussent chemin. Ils refusent d'obéir. Ils ne veulent plus se battre. Pour l'officier américain qui les encadre, c'est panique à bord. Les talibans sont derrière les maisons. Si on continue, on va se faire tirer dessus. On peut plus avancer. Un seul homme peut sauver la situation. Le fameux capitaine afghan que Jean-Gaël Leflemme nous avait présenté la veille. C'est un chef de guerre. Il remobilise la troupe. Je suis venu en courant te dire de ne pas avancer aussi vite. Mais tu ne m'as pas écouté, mon frère. Mais ne t'inquiète pas, il faut d'abord nous appuyer et après on ira. Il arrache le capitaine de la première compagnie, il arrache. Sur la montagne, au poste de commandement, les officiers afghans et français ont compris le message. Ils vont déclencher un déluge de feu sur les positions ennemies. Feu sur objectif, maison, départ de coup. Oh yeah! Deuxième missile! Puis ce sont les chars et les mortiers qui entrent en scène. Ça arrive! Vu l'impact, vu l'impact! Putain, ça fout les jetons cette merde! Soudain, grosse frayeur. Oh! Putain, il y a des Français là-bas! Putain, vite, le combiné! Le combiné! Une mitrailleuse de l'armée régulière afghane tire en direction de la compagnie du capitaine Gruet postée sur les crêtes. Jonqui Alpha, 10 à kilo 5, là ils sont en train d'asmater à la Douchka en direction de Vers. Là. Au même moment, sur les crêtes, une autre section, celle de l'adjudant Bouawish, est attaquée. Les combats sont très violents. Un Français est blessé. Donc avocat noir et blanc, à azimut 6000 mètres. Pour soutenir la section Bouawish, d'autres soldats français hissent un drapeau. Une provocation pour détourner l'attention de l'ennemi.
Dans la vallée, les blessés afghans sont évacués par les Français. Dernier découvert à franchir, puis c'est le bazar d'Al-Assaï. Jean-Gaël Leflemme retrouve le capitaine afghan. Hé alors, comment ça va? Bien, bien. Ça va, d'accord. Je te l'ai dit, la tactique était bonne. Ouais, ici Jean-Qui Alpha, donc je suis à l'embranchement qui rentre au District Center. Tous les véhicules américains poussent plus à l'est, bien free tarder. Les Français doivent maintenant atteindre ce bâtiment en briques à 300 mètres. Mais à peine arrivés, les combats reprennent. Ouais, on en a 762 que dans le coin. Chauffeur, les mecs qui regardent par là-bas. Tu vois les campantes derrière, au deuxième rideau? Ouais. Là où il y a la vache blanche? Ouais. Mais démonte un peu là-dedans, là. Ok, à la douceur, tu fais le rappel court dedans. Dans le bazar, les Français essuient des tirs de roquettes et de snipers. On se met en sûreté 360 degrés parce qu'on voit que l'ennemi nous attaque, essaie de nous attaquer de partout. Et on s'apprête à utiliser ce bâtiment pour s'installer dans la durée. Les Français ont pour mission de protéger le terrain. Car au milieu de la bataille, c'est une scène incroyable. Dès qu'une accalmie survient, les soldats afghans en profitent pour construire une nouvelle base. D'énormes remparts de terre sont assemblés pour protéger la position. Une place forte, à partir de laquelle ils veulent sécuriser la vallée. C'est une course contre la montre. Sur les hauteurs, la section Bouawish est toujours sous le feu, avec un blessé à évacuer. Les avions bombardent les positions des insurgés qui tentent de s'emparer des crêtes. Des hélicos sécurisent la zone. Le blessé français est finalement évacué, sous les balles. Il est 18h, la situation bascule. Les insurgés attaquent de toutes parts. Une pluie de roquettes s'abat sur les Français. Là, côté droit du bâtiment. Un blindé français vient d'être touché par une roquette. À l'intérieur, son pilote est mort sur le coup. Le blindé est en flammes. Pedro, le chef de section ici à gauche, venait de débarquer du véhicule. Il est plus opérationnel et le pilote est mort. Mais quoi? Le pilote est mort. Là, il y en a un qui est mort. Je veux pas qu'on rapproche d'autres mecs. Si le VAB il explose, on va mettre des mecs au tas. Donc tu fais glisser ton dispositif, on s'éloigne du VAB. C'est dramatique, mais on s'éloigne du VAB. Bon, pour info, il y a un mort français là. Les hommes doivent surmonter ce drame et continuer le combat. Les affrontements vont durer encore de longues heures, dans la nuit noire. Sous le feu, les Français doivent aussi soigner les blessés afghans. Bien passe 4 mm. Dans son blindé, Jean-Gaël Leflemme doit prendre une décision grave. Envoyer ses hommes récupérer le corps de leurs camarades. Le pilote, la roquette a tapé dans la vitre avant et ça a traversé. Pedro, le chef de section, est sous le choc. Et t'as rien pu faire pour le dégager? Non. Ah, on était sous le feu là. Tu si tu passes un chat sur celui-là, tu balances une synchro et tu repasses en dessus. Putain. Ouais. Mais c'est pas chier.
Ce soldat anéanti vient de perdre un copain. Le caporal Nicolas Belda avait 23 ans. Donc on reste combattant là. D'accord? On est parti une équipe, on repart à une équipe. Malgré les risques, tous veulent aller chercher leurs camarades. Ils vont se frayer un chemin dans l'obscurité, sous les lignes ennemies. Ok, recule. Mets-toi à l'abri. Il n'y a plus rien derrière. Les quatre, on porte bébé. Allez, hop. Allez, à 3. 1, 2, 3. Faut monter. À gauche, les gars, à gauche. Faut le monter là. Attention, lumière, baissez-vous. Ok. C'est bon? Allez, c'est parti. Tu restes 3-4 mètres derrière nous, Boudy. Ça va, bien. Allez. Ok, c'est bon. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Le lendemain matin, quelques hommes se rassemblent autour de leur aumônier militaire. Une messe célébrée pour le caporal Belda. À la communion des saints. Pedro, son chef de section, bouleversé, lui rend un dernier hommage. Le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur la base de Nijrab, Christophe, le caporal blessé la veille, se remet de sa blessure. Il a frôlé la mort. La balle a été retrouvée dans son gilet pare-balles. Je l'ai senti, ça fait gravement mal. J'ai une fiancée qui m'attend. Christophe compte se marier l'été prochain. Mais qui est d'ailleurs toujours pas au courant de ce qui s'est passé. J'ai pas envie de mettre au courant d'ailleurs. Vous voulez aller au bout de cette mission? Oui, je vais y aller jusqu'au bout. J'ai pas envie de renoncer maintenant. Leur armée ici, une fois qu'on est parti, il faut qu'ils la tiennent, quoi. Sinon c'est du boulot qu'on aura fait pour rien, quoi. Dès le lendemain de la bataille, le colonel Lenaine est venu encourager ses hommes à Alassaï. Le capitaine Leflemme et les commandos viennent de repérer des postes de combat insurgés dans la montagne. Il y a des mecs en plus. Les postes de combat, ce sont les cavités noires que l'on voit à l'image. On se le fait à quoi celui-là? À les feux. C'est avec un missile Milan que le poste va être détruit. Prépare, missile! Le pauvre mec, il ne sait pas qu'il va mourir dans 2 minutes. Les jours suivants, les commandos ont terminé le travail avec l'armée afghane. Ils sont allés nettoyer le terrain jusque dans les maisons des chefs insurgés. Les soldats français ont protégé la construction de 3 bases à Alassaï pour l'armée afghane. L'une d'elles portera le nom du caporal-chef Belda. Selon les estimations franco-américaines, 70 insurgés ont été tués dans les combats. Je pense que même le plus dur va peut-être commencer. La conquête, c'est quelque chose. Maintenir, ça n'est une autre. Et je sais déjà que jusqu'à la fin de notre mandat, on va venir dans cette vallée pour maintenir ce qu'on a conquis. Voilà, on a versé du sang français. Et ben, il ne faut pas que ce sang français il ait été versé pour rien. Et il faut, pour la mémoire du caporal-chef Belda, il faut qu'on maintienne ce qu'on a gagné. Voilà. Nous sommes là pour aider l'armée et la police. Les Français ont organisé des chouras, des réunions avec les chefs de village qui ont demandé un cessez-le-feu pour que les insurgés puissent récupérer leurs morts. Les habitants sont revenus, mais 2 mois après la bataille, les accrochages sont à nouveau fréquents.
Les Français le savent, ils doivent aussi porter leurs efforts sur la population et le développement de la région. Les enfants ont reçu des cerfs-volants, fragiles symboles de liberté, interdits par les talibans.